Chers internautes, lecteurs, auditeurs de immedia.sn, bonjour. Nous voilà devant vous pour recevoir un invité de marque dans un contexte assez spécial pour parler de pêche. Et l'invité, il s'agit de M. Bassirou Diarra, enseignant-chercheur, chargé de plaidoyer des océans, coordinateur pays au niveau de IGF. IGF, c'est Environmental Justice Foundation. Bonjour M. Diarra. Bonjour Mandiaye. Merci M. Diarra d'avoir répondu à l'invitation de immedia.sn. Comme on en a discuté au téléphone, aujourd'hui nous évoluons dans un contexte assez particulier au Sénégal. On a célébré la journée mondiale de la pêche mardi dernier. Mais on a entendu comme un cri du cœur d'un acteur principal de ce secteur, un responsable des mareyeurs, qui dit qu'on n'a pas vécu une journée mondiale et spéciale, c'est une journée de deuil. Vous, en tant que technicien, ingénieur allié, comment appréciez-vous une telle sortie? Oui, merci Mandiaye. C'est un gros plaisir que d'être, comme j'ai dit, dans cette émission. Je pense que c'est un cri de cœur de ce monsieur. La journée de la pêche devrait être une journée de joie. Mais apparemment, la situation de la crise, il y a une crise dans le secteur de la pêche. Et cette situation de crise qui a certainement poussé ce monsieur à dire qu'on est en deuil. On est en deuil aussi, réellement, parce que les communautés de pêche souffrent de la raréfaction, mais aussi de tout ce qui est les drames que nous avons retenus ces dernières années, ces derniers mois, je voudrais dire, et même ces derniers jours, relativement à l'immigration clandestine ou irrégulière. Donc, les communautés de pêche ont été durement touchées par ces phénomènes. Donc, c'est ce qui explique certainement ce cri de cœur qui est difficile à entendre, mais qui est quand même une réalité du fait de la crise. On est en crise. Ok. Je dirais, vous avez tantôt dit, vous avez parlé de crise, vous avez parlé de rareté de ressources. Aujourd'hui, si vous devez nous dresser un tableau de ce secteur, le secteur de la pêche, qui est un secteur capital, qui faisait même partie des 3 secteurs principaux de l'économie sénégalaise, à côté de l'agriculture, à côté du tourisme. Aujourd'hui, quel tableau dessinerez-vous? Merci beaucoup, Mandiaye. Je pense qu'on est au Sénégal et la politique de pêche n'est pas différente, en tout cas des autres politiques. Depuis l'ère coloniale, depuis la colonisation, les politiques qui ont été surtout mises sur la table ont été centrées ou étaient axées vers l'exportation. Donc si vous voyez bien, les politiques de 1976, qui était le premier code, le deuxième code c'était en 88, le code de pêche je voudrais dire, le troisième code c'était le code de 98, ce n'est que dans le code de 98 qu'on parle d'aménagement des pêches. Donc sinon les autres pêches, les autres codes ont parlé d'augmenter la production, c'est-à-dire pêcher. On relançait l'effort, ce qu'on appelle la pression. Il fallait aller pêcher plus, pêcher plus, pêcher plus. Ce n'est qu'en 1998 que le législateur, si je dis législateur, c'est en tout cas les options politiques nous ont commandé à faire de l'aménagement. Donc l'essentiel en tout cas de nos politiques jusqu'à présent, c'était de vendre, acheter, prendre nos poissons et de l'exporter. Or, on devait prendre ce poisson-là, créer de la valeur ajoutée au niveau local, transformer ce poisson pour créer des emplois et créer des produits finis, consommer localement avant de... La recherche de devises a été un élément qui a plombé un peu, amené la surpêche. Nous sommes aujourd'hui en crise parce que nous sommes en surcapacité. Si je dis surcapacité, il y a beaucoup de bateaux, il y a beaucoup de pirogues, il y a la pression qui est exercée sur les ressources est très 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 importante. Cela découle bien sûr de nos options politiques. Je pense qu'il y a une bifurcation à faire sur cette... D'ailleurs, c'est là où j'allais en venir, c'est un peu pour parler un peu de comment on est arrivé là. Vous avez parlé de l'effort de pêche, les embarcations pour la pêche artisanale, pour la pêche industrielle, les politiques qui ont été développées. Selon vous, aujourd'hui, comment en est-on arrivé
à ces situations où on parle de rareté, parce qu'on parle du poisson au niveau de nos côtes? On a manqué de maîtrise dans nos options de pêche. Parce que, comme vous savez, le poisson, c'est une ressource renouvelable. Ça veut dire que si vous laissez le poisson dans son espace, on a une capacité, en tout cas à l'échelle d'une vie humaine, ce n'est pas comme le pétrole. Le pétrole ne se renouvelle pas, en tout cas pas à l'échelle de la vie de vie humaine. Mais le poisson est une ressource renouvelable. Donc si on gère, malheureusement on n'a pas géré 20, 30 ans. Ce n'est qu'en 1998 qu'on a essayé de mettre en place ce qu'on appelle les plans d'aménagement, les plans de gestion. Donc on a manqué de maîtrise, on a laissé l'effort grandir, on a cherché des devises parce qu'on exportait, on essayait d'exporter de plus en plus, on n'a pas gagné de devises et on a plombé nos ressources, que ce soit le tchof de plus en plus rare, même la sardinelle qui était le poisson le plus accessible aujourd'hui. Voilà, donc voilà. Il y a aussi quelque chose de très important que l'on ne relève pas souvent, c'est le manque de transparence. Donc quelqu'un qui vient ouvrir une entreprise, on ne sait pas comment, et qui dit que le bateau lui appartient, alors qu'on sait globalement, il n'a pas les capacités d'acheter un bateau. Donc ça veut dire que c'est des pavillons de complaisance qui se sont développés et qui tirent la valeur ajoutée de la filière de cette pêcherie-là hors du Sénégal. Il profite des conditions du port en termes d'accès au port facile, peut-être même il est dans une zone comment on appelle FFE, là, zone franche d'exploitation. Donc il profite de ces conditions, mais la valeur ajoutée réelle de cette filière, de l'exploitation de cette pêcherie-là, elle est externe. Ça va, soit à Bruxelles, soit à Milan, soit à Vigo, ou peut-être à Shanghai. Tout à fait, M. Diarra, parce que pas plus tard qu'hier soir, on avait reçu un invité qui est un candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024, qui a pointé un doigt accusateur sur la question des licences de pêche. Et il n'est pas seul dans ce cas-là. L'essentiel aujourd'hui des politiques, il parle de licences de pêche. L'essentiel des acteurs, je te parle de Modou Gueye, qui est le responsable des marailleurs aussi, a pointé un doigt accusateur sur les licences de pêche, les bateaux étrangers. Aujourd'hui, selon vous, quelle est la responsabilité de cette flotte-là sur aujourd'hui la situation de nos mers? Non, c'est très important. Je pense que la plupart des bateaux qui sont ici, des licences qui sont données et qui sont en joint venture, ils utilisent un engin qu'on appelle le chalutage de fond. Le chalutage de fond, c'est un engin de pêche qui drague le fond marin et qui racle tout et qui est effectivement très peu sélectif. C'est reconnu que c'est très peu sélectif et qui détruit des écosystèmes. Donc dans certains pays d'ailleurs, notamment en Chine, la Chine n'autorise plus le chalutage de fond. Donc nous aussi, il faudrait que l'on voit vraiment comment, en tout cas, ce type d'engin, comment le changer. Mais pour ce qui concerne les licences, je pense il faut revoir la manière dont on donne les licences. Être plus transparent, faire en sorte de donner des licences sur la base de données scientifiques. Si les capacités des stocks ne peuvent pas dépasser une certaine limite, ne pas donner plus de licences que possible. Voilà, parce que le Centre de recherche océanographique, qui est l'institution en charge de l'évaluation des stocks, donne de manière régulière la situation des stocks. Il ne faut pas donner des licences au-delà de cela. Même si, encore une fois, ce centre aussi mérite à ce que l'on le renforce, que l'on réforme pour en tout cas, répondre aux besoins de recherche. Parce que la recherche aussi, elle est nécessaire. Je pense qu'on va y revenir. Tout à fait, effectivement. On reste toujours dans le cadre de cette pêche étrangère. Il y a ce qu'on appelle la pêche illicite, INN. Et qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que le Sénégal a les moyens de surveiller ses côtes, ces 700 km de côtes par rapport à cette activité de pêche? Oui, je pense que tu as parfaitement raison. Je pense qu'il y a un déficit
un déficit en matière de lutte contre la pêche illicite. Mais la pêche illicite n'est pas que étrangère. Il peut être une pêche locale, mais qui a des pratiques illicites. Les mailles qui ne sont pas réglementaires, la pêche des juvéniles, la pêche dans les zones interdites, et ensuite, etc., etc. Les défauts de déclaration, parce que ça aussi c'est très insidieux. Quand vous pêchez 50, vous dites que vous n'avez pêché que 20. Dans les statistiques officielles, c'est biaisé. Donc surtout si on n'a pas, comme tu dis, on a un déficit en matière de suivi, contrôle et de surveillance des pêches. Donc c'est un gros problème. En 2012, on avait fait une évaluation. Je pense qu'on en discutait tout à l'heure. Le Sénégal en 2012 perdait 150 milliards par an. Bon, c'était des hypothèses basses d'ailleurs, mais bon, entre-temps, je ne dis pas qu'on n'a pas fait grand-chose. Le Sénégal a acheté un avion de surveillance, on a acheté des patrouilleurs, mais même aujourd'hui, la pêche illicite reste assez élevée. Elle est vraiment, si on l'évaluait aujourd'hui, en tenant compte des modèles qui existent, elle reste encore élevée au Sénégal. On devrait faire encore plus d'efforts pour diminuer, pour que l'argent qui va vers la pêche illicite soit injecté dans la société. Ok. Voilà. Et par rapport à cette surveillance-là aujourd'hui, quels sont les outils et les moyens qui sont utilisés par aujourd'hui l'administration des pêches au Sénégal? On a par exemple des observateurs qui nous sont... Là aussi, il y a un problème de gestion. Je pense que ce serait bien que vous invitez les autorités par rapport à ça. Il y a un plan d'action national de lutte contre la pêche illicite qui existe au Sénégal. Bon, il y a des outils, il y a les observateurs, il y a aussi le VMS, le Vessel Monitoring System, c'est-à-dire c'est un système qu'on pose sur les bateaux qui sont licenciés et qui permet de les suivre sur un écran pour voir un peu les zones de pêche. Bon, il y a aussi les patrouilles en mer, parce qu'on ne peut pas surveiller la mer à partir de la terre seulement, il faut les trouver. Donc il y a des patrouilleurs de la Marine nationale qui sont... Il y a aussi un avion de surveillance. Je pense que l'avion de surveillance est un outil implacable, en tout cas pour faire de la surveillance. Si il est utilisé à ses fins, à bon escient, si l'avion est utilisé, parce que son temps de réaction, le temps de réaction d'un avion, c'est 15-20 minutes. Dès qu'il est en surface, il plonge dans la zone où il faut surveiller. Il peut regarder les bateaux pirates, les zones où... Bon, même s'il ne peut pas regarder aussi, l'avion ne peut pas voir le filet, etc. etc. Donc, c'est une combinaison d'outils pour avoir en tout cas un système de lutte contre la pêche illicite efficace. Moi, j'enseigne ça à l'université ici. Ok, mais d'accord, c'est là où il faut qu'on aille un peu dans le fond de cette question-là. Aujourd'hui, en plus de l'avion, qui est capable de photographier les navires qui sont dans un rayon X donné, aujourd'hui, pour que l'information de surveillance soit complète, quels sont aujourd'hui les autres facteurs qu'il faut y ajouter pour avoir vraiment, par exemple, aller dans le plus fin possible, quoi. Ouais, je comprends bien, Mandia. Je pense que ce que tu dis là est très, très, très important. C'est ça qui est ce qu'on appelle la stratégie de lutte contre la pêche. Comment combiner les outils pour que, en tout cas, on minimise en tout cas les pertes dues à la pêche illicite. Donc, l'observateur, il faut un programme d'observateurs, des gens bien formés, avec un bon niveau et aussi bien motivés. Sinon, on dira non, il va être corrompu à mer, etc., etc. Donc, il faut aussi un système de VMS. Si je dis VMS, c'est-à-dire que Vessel Monitoring System, avec une périodicité du signal. Parce que le signal, si le signal est donné toutes les 2 heures, le bateau peut rentrer dans la zone interdite de faire. Donc, il faut faire des signaux de manière 30 minutes, 15 minutes, pour surveiller. Et on peut utiliser aussi les patrouilles en mer. Les patrouilles en mer, ça veut dire que ça coûte cher, c'est vrai, de faire sortir un bateau, mais que ça soit fait de manière transparente. Tout cela, en combinant tous ces outils, on peut faire de la lutte contre la pêche illicite de manière... Ça aussi, ça nécessite de la transparence et aussi de la dissuasion. C'est-à-dire, quand vous prenez un bateau aussi, si effectivement les sanctions sont très faibles, il va continuer à faire l'infraction parce que la sanction est très faible. Donc tout ça, il faut faire une combinaison d'outils pour pouvoir tirer, en tout cas faire le maximum de dissuasion pour ne pas que les délinquants peuvent être extérieurs, mais il y a aussi des délinquants intérieurs. Parce que là aussi, ça m'amène à parler un peu à mettre le doigt un peu sur la pêche artisanale qui est locale, qui ne manque pas aussi, à mon avis, de responsabilité dans cette situation que nous vivons actuellement.
Parce qu'on a toujours tendance à pointer un doigt accusateur sur l'autre, alors que bon, nous ne sommes pas peut-être indemnes de tout reproche. Le chercheur que vous êtes, avec l'expérience que vous avez du terrain, comment appréciez-vous l'action de ces pêcheurs, de cette pêche artisanale-là sur la pêche artisanale aussi a une responsabilité, en tout cas dans la perte de biodiversité, dans la chute des stocks, parce qu'ils pêchent beaucoup. Si vous regardez bien les statistiques, c'est eux qui font 80%, 85%, donc c'est beaucoup. Maintenant, il faut essayer de minimiser, de maîtriser davantage cette pêche artisanale. Par exemple, la pêche des juvéniles, il faut essayer de faire face. Si vous regardez dans la baie de Han, jusqu'à Tcharoy, jusqu'à Bourg, il y a une forte présence de pêcheurs artisans, mais qui font des petits individus. Donc, c'est des juvéniles. Donc, si on parvenait à tacler cela, je pense que la pêche artisanale a aussi une grande responsabilité dans la dégradation, en tout cas, des stocks ici au Sénégal. Et maintenant, il faut discuter, il faut maîtriser cette pêche artisanale. Et il y a des solutions. En parlant du cri de cœur de Mody Gueye, parce que lui il a évoqué le cas des morts, des centaines de morts sont enregistrés aujourd'hui dans les communautés de pêcheurs. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a, selon vous, en tant que chercheur, il y a un link direct, une sorte de lien de causalité entre le secteur de la pêche, ce que vit aujourd'hui le secteur de la pêche, et l'immigration clandestine, comme on le vit actuellement? C'est difficile de le dire parce qu'en tant que chercheur, c'est difficile parce qu'il faut faire des études, il faut de l'évaluation. Bon, mais il est clair que la crise du secteur de la pêche impacte sur l'immigration clandestine. Et d'ailleurs, même le contraire aussi. Parce que si vous allez dans les communautés aujourd'hui, vous allez à Bargny, qui est un village de pêcheurs, nous on a fait des enquêtes à Fasboy, où il y a eu le dégât, les gens se sont battus d'ailleurs avec, je pense que même l'administration est fermée depuis là. Donc les communautés disent, en tout cas ils disent que la crise dans le secteur pousse les gens à partir. Maintenant, est-ce que ce n'est que cela? Cela mérite de faire de la réflexion. Mais la crise dans la pêche, la crise au niveau des communautés de pêche, d'après ce qu'ils disent, tout ce que l'on a, les enquêtes que nous avons faites, des enquêtes factuelles que nous avons faites, ils disent que la crise pousse les gens à partir. Voilà, donc s'ils partent irrégulièrement, les conséquences les pertes dues en vies humaines sont liées en grande partie aussi avec la crise. On peut le dire. Voilà. D'ailleurs, il y a un autre fait par rapport à cela encore, parce que de plus en plus, c'est des capitaines. C'est des capitaines. Parce que ce sont eux qui maîtrisent un peu la navigation, qui maîtrisent la mer, et qui partent en masse. Tout à fait. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un risque même qui pèse encore sur le secteur, même si demain, des solutions que des chercheurs comme vous, ou bien que l'État préconise pour le retour de la ressource? C'est tout à fait. Je pense que vous avez parfaitement raison. Ce sont les capitaines qui ont une expertise en termes de navigation, qui utilisent ces embarcations à partir. En général, ce n'est même pas en général un seul capitaine. Ils sont 3 à 4 dans ces gros embarcations parce que c'est des navigations de plusieurs jours. Donc, ils se relaient. Donc, en général, ce n'est pas un seul capitaine qui part. C'est plusieurs capitaines qui partent ensemble. Donc, la perte de ces capitaines-là, c'est clair, ça impacte sur le aujourd'hui, même pour la pêche des petits pélagiques, la Seine tournante, les pêcheurs ont du mal à trouver du personnel, de la main-d'œuvre. Parce que les gens sont... D'abord, la pêche n'est pas bonne en termes de capture, mais aussi les gens sont partis. Dans les communautés, vous allez à Bargny, vous voulez sortir avec votre embarcation en tant que capitaine, vous n'avez personne, vous n'avez plus de main-d'œuvre. Les gens sont partis. Pour 2 facteurs, comme je dis, la pêche n'est plus bonne, mais les autres, les gens s'en vont. Voilà. Vous avez parlé un peu, maintenant, venons-en aux solutions qui sont préconisées, en faisant un peu l'historique. Donc, des indépendances jusqu'au
début des années 90, plus précisément avec le code de 98. C'est là où le ministère a commencé à parler un peu d'aménagement de pêcherie. Aujourd'hui, selon vous, que faire pour redorer le blason de la pêche au niveau du Sénégal? Je pense qu'il faut d'abord enlever le pied sur les licences. On est en surcapacité. Et ça, je pense que les chercheurs l'ont montré depuis 2014. Depuis 2014, on était à plus de 50% de surcapacité. Ça veut dire qu'on est à 50% au-dessus depuis 2014. Ce qu'on appelle le maximum sustainable yield, la capture maximum soutenable par les stocks. Depuis 2014, on était au-dessus. Donc il faut tirer vers le bas en termes de licence, en termes de nombre de bateaux et aussi en termes de nombre de pirogues. Et ensuite, maintenant, changer les bifurcations. Il ne faut plus continuer à prendre le poisson pour vendre, mais pour valoriser. Et c'est possible. Et ce que l'on peut faire pour ça aussi, créer des métiers locaux. Sur les plages, on peut créer beaucoup de métiers qui ne sont pas des métiers seulement aller en mer, mais des métiers dans la filière. La femme transformatrice, le mécanicien de bateau, c'est la manutention à quai, etc., etc. On peut créer plusieurs métiers. Voilà. Et maintenant, quand le poisson arrivera, il n'est plus question qu'on le mette dans l'avion. Le lendemain, le poisson est à Carrefour à Paris ou bien à Vigo en Espagne, mais que le poisson est transformé au niveau local pour donner de la valeur ajoutée au niveau local. Les femmes transformatrices auront de la matière première et on va consommer. Si effectivement il y a ce qu'on appelle les mesures tarifaires et non tarifaires, le marché africain, en tout cas on va avoir notre poisson et avoir aussi des ressources en mer. Je pense que cette bifurcation écologique et optionnelle, politique, doit être faite. Il y a aussi, M. Diarra, je crois, le côté organisationnel, parce que il y a les acteurs, comment ils sont organisés sur le terrain. Aujourd'hui, on parle même de conflits entre acteurs, entre guet-ndariens, pêcheurs de Fass-Boye ou bien pêcheurs de Kayar. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de faire? Où est-ce qu'on doit s'orienter pour que les gens... Je pense que vous avez raison aussi. Je pense qu'il faut professionnaliser. Il faut former les gens pour faire des métiers, mais il faut aussi organiser. Bon, les chercheurs en termes d'organisation ont dit que dans les filières, les groupes sociaux qui sont les plus organisés et les plus instruits tirent plus profit en tout cas de la filière. Donc ça, c'est Michel Grosier. Moi, je pense que ce n'est même pas Michel Grosier, c'est Seigne Saliou qui a démontré ça. Seigne Saliou Mbaké. Quand vous organisez les gens, ils tirent plus profit que les gens qui ne sont pas organisés. Les gens qui sont les plus instruits sont eux qui tirent plus profit. Donc quand vous organisez les pêcheurs, les femmes transformatrices, en tout cas professionnaliser le secteur, ils vont pouvoir compétir avec le marché global, la Chine, l'Europe. Et les jeunes, ils sont capables. Il faut juste les organiser et les instruire. Et cela, ça se fait en professionnalisant les acteurs à la base. Il ne s'agit pas d'aller créer une école à Tambacounda, chez moi, mais dans les communautés de pêche. Des métiers, quand on les prend les jeunes très tôt, on les prépare. À 16 ans, ils sont très bons. Et ils peuvent compétir en termes de transparence, en termes de qualité de produits, en termes de gestion durable des pêches. Voilà. Et il y a beaucoup d'autres métiers qu'on peut créer. Hygiène, qualité dans les plages. Bon, tout ça, il faut vraiment changer les options politiques. Quand on change les options politiques, on pourra organiser tout ça. Bon, ça prend du temps, 1 an, 2 ans, ou peut-être 5, 6 ans, mais il faut se projeter d'ici 5, 10 ans. Tout à fait. Merci, M. Diarra. Nous voilà au terme de notre émission. Nous donnons rendez-vous, chers internautes, à la semaine prochaine pour un autre numéro de 25 minutes éclairées. Merci pour Gorgui Thiam pour avoir tenu la technique. Merci. Au revoir à la semaine prochaine.